remercie chaleureusement le Conseil d'organisation de la FMC pour leur confiance une nouvelle fois renouvelée. Et nous allons démarrer cette session par une question très pratique concernant les sténoses bénignes de l'œsophage auxquelles nous sommes tous régulièrement confrontés. Les objectifs pédagogiques de cette session sont de connaître les étiologies de ces sténoses, d'en faire le diagnostic, de connaître les traitements, les résultats de ces traitements et leurs risques, et de bien définir ce qu'est la prise en charge des sténoses réfractaires. Alors on peut regrouper les étiologies un peu en fonction des caractéristiques de ces sténoses. On distingue des sténoses qui sont simples, qu'on voit le plus fréquemment, qui sont peu serrées, courtes, droites, et qui sont l'apanage des sténoses anastomotiques, de certaines sténoses peptiques, d'anneaux de Schatzki et d'œsophagite éosinophile dans certains cas. Et puis ce qui pose plus problème sont les sténoses dites complexes, qui sont des sténoses serrées, souvent que l'on ne peut pas franchir avec le gastroscope, qui sont des sténoses parfois très longues et tortueuses. Et c'est ce qu'on va retrouver dans les sténoses radiques, les sténoses caustiques. Et également, c'est ce que nous allons aborder en fin de présentation, les sténoses secondaires aux dissections sous-muqueuses de l'œsophage. Alors la première chose à retenir de cette présentation, c'est que la première étape du traitement est une dilatation et pas autre chose. Cette dilatation, c'est quelque chose qui est pratiqué maintenant régulièrement par l'ensemble des gastroentérologues. Historiquement, on utilise peut-être encore toujours des bougies de Savary, qui sont ces tubes effilés de différents diamètres qu'on va glisser sur un fil guide. On a également et de plus en plus fréquemment des dilatations à l'aide d'un ballonnet hydraulique et vous pouvez, pour vous référer aux techniques de ces deux techniques, un référentiel de la SFED qui avait été publié en 2003 sous forme de fiche, réactualisé en 2010 et également une recommandation européenne parue dans Goethe en 2004. Alors je vous rappellerai très brièvement les règles de cette dilatation. La première étape, c'est de bien caractériser votre sténose, l'analyser d'un point de vue endoscopique et ne pas négliger la possibilité d'aller faire des biopsies pour éventuellement identifier un petit cancer, vous servir de l'endoscopie et de la fluoroscopie pour analyser la situation de la sténose sur la hauteur d'œsophage, en particulier au niveau des sphincters, la longueur et sa forme. Et ensuite vient la dilatation dans le même temps, qui est soit l'introduction d'une bougie on commence à un diamètre adapté à celui de la sténose sur un fil guide, éventuellement sous fluoroscopie, ou bien à l'aide d'un ballon, et on voit avec ces ballons maintenant qu'on arrive très bien à visualiser les sténoses, en particulier les sténoses fibreuses comme ici à travers le ballon. Et après, on regarde un petit peu ce qu'on a fait quand même pour dépister principalement des complications qui peuvent être une hémorragie ou une perforation au sein des dilacérations qui sont quand même souvent assez importantes. Alors, ce qui est à retenir, c'est l'objectif qu'on doit atteindre avec ces dilatations. C'est un objectif de diamètre essentiellement. Ce diamètre, c'est de 15 mm. On considère que c'est celui-là qui est efficace pour permettre un retour à une alimentation normale. Et on va faire ça par étapes en respectant une règle, que ce soit des bougies ou un ballon de dilatation. On ne fait pas plus de 3 diamètres successifs pour éviter des complications et on respecte des intervalles de 2 à 4 semaines entre les sessions. On évalue ensuite l'efficacité de notre traitement, tout simplement sur un score clinique de dysphagie et également sur l'aspect et le diamètre de la sténose après dilatation. Alors globalement, même si les études maintenant sont anciennes, les résultats de cette technique sont bons, avec une efficacité qui varie de 85 à 93%, et un taux de perforation qui est la principale complication, qui, lorsqu'on cumule ça sur l'ensemble des dilatations par patient, peut atteindre 2,6%, mais qui, ramené à une dilatation, varie de 0,3 à 0,5%. Alors actuellement, ce à quoi on assiste, c'est une moindre utilisation des bougies au profit des ballons, sans réel argument scientifique qui orienterait vers la preuve d'une efficacité ou d'une meilleure sécurité de l'un vers l'autre. Certains vont dire qu'avec un ballon, on y voit un petit peu mieux, notamment au travers de ces ballons. C'est peut-être moins risqué parce qu'on n'exerce pas une pression longitudinale sur la sténose, ça serait peut-être moins traumatique. Et puis d'autres diront que la sensation qu'on a sur une bougie quand on traverse la sténose est peut-être un sentiment de sécurité. Alors malheureusement, on a vu dans certains cas, ces dilatations ne permettent pas de résoudre la situation et on a affaire à ce moment-là à ce qu'on appelle les sténoses réfractaires ou des sténoses récidivantes dont les termes sont bien précis. Une sténose réfractaire, c'est une sténose qui, après 5 sessions de dilatation espacées de 2 semaines, entraîne toujours une dysphagie de grade 2 et ne permet pas de garder un diamètre de plus de 14 mm, qui est le seuil. Et les sténoses récidivantes sont des sténoses pour lesquelles on a atteint ce seuil de 14 mm, mais que l'on ne parvient pas à maintenir avec une récidive systématique de la sténose. Alors comment allons-nous traiter ces sténoses réfractaires? Malheureusement, très souvent, et en pratique c'est le cas, on va répéter les dilatations.
On va pouvoir éventuellement utiliser de façon un peu adjuvante des injections de produits antifibrosants. Dans certains cas, on va utiliser des techniques d'incision de sténose, qu'on va voir, et naturellement les prothèses œsophagiennes. Alors ces techniques d'injection, il y a un produit phare que tout le monde connaît, qui est la cortisone retard, la triamcinolone, que l'on va injecter en 4 cadrans dans la sténose. En général, on fait ça après la dilatation, mais ça peut tout à fait se faire avant. L'avantage de le faire après, c'est qu'on va sélectionner un petit peu les zones qui vont cicatriser dans les suites. On injecte de petits volumes, 0,5 ml, c'est de la triamcinolone dilatée à 1 pour 1, et on évite les injections profondes dans la musculeuse. Les résultats, là encore, ce sont des études qui sont anciennes, mais quand on regarde les études randomisées contrôlées, globalement, on a un bénéfice avec une diminution significative du nombre de dilatations chez les patients chez qui il y a eu la corticothérapie, une augmentation du temps passé sans dysphagie. L'autre produit qui est d'utilisation beaucoup moins courante, mais quand même rapporté régulièrement dans la littérature, c'est la mitomycine C, qui va être utilisée pour ses propriétés antifibrosantes et qui a été utilisée pour les sténoses caustiques réfractaires de l'enfant, ce qui nécessite quand même certaines précautions, puisqu'il faut vraiment déposer le produit à l'aide d'une compresse imbibée sur la sténose en évitant tout contact avec le reste de la muqueuse œsophagienne, et pour cela on utilise un cap. Les résultats, même si les études sont peu nombreuses, sont quand même assez surprenants, avec de très bons résultats décrits. Personnellement, j'en ai aucune expérience. Alors, autre technique intéressante, qui est l'incision radiaire et circonférentielle des sténoses. Alors, c'est une technique qui ne s'applique exclusivement qu'aux sténoses courtes et fibreuses, c'est-à-dire les sténoses anastomotiques et les sténoses des anneaux de Schatzki, lorsque celles-ci ont résisté à un premier traitement. Donc, c'est une technique de deuxième intention. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas démontré de supériorité dans les études par rapport à la dilatation. On utilise une aiguille de précoupe la plupart du temps ou un couteau de dissection sous muqueuse, et la technique va consister à réaliser des incisions radiaires sur la sténose jusqu'à la paroi œsophagienne latérale, puis une incision circonférentielle où on va réséquer en fait cet anneau fibreux en ayant soin naturellement de ne pas perforer la paroi œsophagienne. Les résultats sont bons, 80 à 93% de succès pour ces sténoses qu'on le rappelle sont réfractaires, avec un taux de perforation qui peut atteindre 3%, ce qui nécessite du CO2, de pouvoir éventuellement mettre une prothèse en cas de souci. On en vient aux prothèses œsophagiennes, qui sont largement utilisées, pour lesquelles maintenant on peut s'appuyer sur des recommandations de pratique, puisque le SGE a publié des recommandations pour les sténoses malignes et les sténoses bénignes en 2016. Et ces recommandations stipulent que l'on utilise maintenant exclusivement que des prothèses métalliques totalement couvertes, et plus de prothèses partiellement couvertes. On peut utiliser également ces prothèses biodégradables. En revanche, les prothèses plastiques qu'on a utilisées un certain temps, qui étaient dévolues aux sténoses bénignes de l'œsophage, ne sont plus utilisées. Ce qui est très important de retenir, c'est que là encore, ces prothèses doivent être utilisées en deuxième intention, après échec de dilatation, et la partie certainement la plus importante, c'est le temps pendant lequel on va laisser ces prothèses, qui en règle générale est de 4 à 6 semaines, en tout cas ne jamais dépasser 3 mois, au risque sinon d'avoir des complications sévères. Alors, on n'a pas à ce jour démontré de différence d'efficacité entre des prothèses métalliques totalement couvertes et des prothèses biodégradables. Des essais sont en cours. On verra si nos pratiques peuvent être amenées à changer, si on utilisera plus largement ces prothèses biodégradables. Globalement, l'efficacité de cette technique reste quand même modérée, avec un taux de succès de 40%, quelles que soient les études. Donc, on s'aperçoit quand même que tous les patients ne vont pas tirer bénéfice de cette technique. Elle est facile à réaliser, pourtant il existe quand même des complications. Alors la plus fréquente, dans près de 30% des cas, c'est la migration de cette prothèse, qui n'est pas une complication grave, qui va se solder par la réapparition d'une dysphagie, et puis la nécessité pour vous d'aller récupérer cette prothèse dans l'estomac des patients. Deuxième complication un peu plus gênante, c'est l'impaction d'une prothèse à son pôle supérieur ou son pôle inférieur, en raison de la prolifération d'un tissu de bourgeonnement qui va gêner, voire rendre impossible son extraction. Et on va utiliser pour ça la mise en place d'une deuxième prothèse couverte à l'intérieur de la première, ce qu'on appelle la technique du stand-in-stand, qui va vous permettre sans difficulté de retirer les deux prothèses dans les 15 jours qui suivent. Alors, y a-t-il des possibilités pour limiter cette migration, puisque l'éviter, c'est probablement quasiment impossible. On a plusieurs prothèses à notre disposition avec différents dispositifs anti-migration. Le plus courant, c'est une collerette supérieure élargie qui va venir se coincer au pôle supérieur de la prothèse. D'autres prothèses disposent de flaps anti-migration qui, dans certains cas, ont pu être délétères pour la paroi œsophagienne, donc ce n'est pas forcément une solution idéale. Et puis, de toutes les façons, dans la littérature, on n'arrive pas à trouver de bénéfice en faveur de l'un ou l'autre de ces dispositifs anti-migration.
Alors ce qu'on peut utiliser, ce qu'il faut probablement utiliser à défaut d'autres stratégies, c'est de clipper le pôle supérieur de la prothèse sur la paroi œsophagienne en utilisant 2 à 4 clips qu'on va essayer de clipper entre la membrane ou l'émail de la prothèse et la paroi œsophagienne. Alors il y a peu de littérature, mais un travail de notre collègue Geoffroy Van Beer-Blitanis qui avait montré il y a quelques années que d'abord la première chose, c'est que ces clips ne gênent pas le retrait de la prothèse, qui était quand même un prérequis indispensable, et qu'ensuite le clip prévient quand même de façon significative la migration et constitue un facteur indépendant de prévention de la migration. Alors j'aborde ensuite le problème rapidement des sténoses qui sont secondaires aux techniques de dissection sous-muqueuse. On a vu au cours de ces sessions des JFOD l'importance que prenait la prise en charge endoscopique des cancers superficiels de l'œsophage et en particulier l'importance de la dissection sous-muqueuse dans le traitement des carcinomes épidermoïdes qui va devenir une technique de référence. Et ce que l'on sait, c'est que malheureusement, cette technique est associée à un risque majeur de sténose bénigne, qui dans certains cas atteint 90 voire 100% des cas. Ce risque est d'autant plus important que la résection est circonférentielle, ou en tout cas supérieure aux 3/4 de la circonférence, est étendue sur plus de 4 cm et touche le tiers supérieur, qui sont les 3 facteurs de risque qui vont être responsables d'une sténose. Alors dans cette situation, les dilatations, malheureusement, ne sont pas d'une utilité majeure. Il est possible, et certains auteurs l'ont rappelé, qu'elles soient un petit peu plus risquées en termes de perforation. Certains se demandent même si elles n'auto-entretiennent pas la fibrose induite par la cicatrisation. Et enfin, il faut souligner que cette technique d'incision radiaire que nous avons décrite précédemment ne s'applique pas à ces sténoses. C'est dans cette indication une technique qui est extrêmement difficile, probablement dangereuse et pour laquelle il n'existe pas de données suffisantes dans la littérature. Alors, l'essentiel dans ces sténoses secondaires aux dissections sous-muqueuses, c'est la prévention et c'est là que tous les efforts de recherche vont se concentrer. Actuellement, plusieurs techniques sont utilisées par les gens qui la pratiquent. On peut injecter des corticoïdes, comme on vient de le montrer. L'efficacité dans la littérature est relativement discordante. Et puis, certaines complications ont été rapportées, comme des abcès, voire des perforations sur des injections un peu profondes sur ces œsophages qui ont été quand même relativement agressés. En ce qui concerne les prothèses, là encore, les bénéfices sont très difficiles à mettre en évidence dans la littérature. Et ça pose le problème du fait du tissu de régénération qui est induit par la prothèse, de suivre ces patients chez qui on a d'abord, avant tout, enlevé un cancer superficiel. Donc certaines équipes utilisent une corticothérapie orale, ce qui est probablement le plus utilisé, avec un schéma de traitement qui commence au 2e jour après dissection, à la dose de 0,5 mg/kg, et avec une décroissance progressive sur 3 mois. Et là, des résultats notables ont été enregistrés, avec des taux de sténose qui passent de 30 à 7%, de façon assez significative. Alors, il y a des perspectives de recherche avec des traitements oraux qui sont appliqués rapidement, des traitements antioxydants et antifibrosants comme la N-acétylcystéine, et puis l'utilisation de membranes, soit de polyéthylène-glycol, ou bien des techniques de transplantation de cellules autologues pour lesquelles certains de nos collègues, notamment parisiens, sont activement impliqués dans cette recherche, avec pour l'instant des résultats qui méritent encore d'être poursuivis et des recherches qui nécessitent d'être également continuées. Alors que faire en cas d'échec ou de récidive après traitement de ces sténoses réfractaires ? Malheureusement, dans la vraie vie, ça se traduit souvent par ça, c'est que ces patients récidivent assez régulièrement et on est obligé, et on n'a pas beaucoup d'autres choix que de dilater ou de remettre sur des périodes courtes des prothèses. Mais parfois, il faut savoir être tenace et certains de ces patients peuvent finir finalement à obtenir une certaine pause, ou en tout cas période de rémission dans leur vie. Et donc la dilatation reste quand même un outil à ne pas négliger. Il faut savoir que sinon l'autre alternative, c'est la chirurgie, et avec en fonction de la localisation de la sténose sur la hauteur de l'œsophage, soit une anastomose œsogastrique, soit un transplant jéjunal-ocolique. Et quand on regarde les résultats dans la littérature de ces chirurgies en termes de sténose post-opératoire, on voit des taux qui avoisinent les 40%. Donc finalement, inéluctablement, certains de ces patients que vous avez confiés aux chirurgiens vont revenir à nouveau dans vos blocs d'endoscopie pour de nouvelles dilatations en prothèse. Et ce sont malheureusement des situations qu'on expérimente assez souvent. Donc certaines équipes, notamment aux Pays-Bas, ont proposé, avec des ateliers un peu d'éducation thérapeutique chez des patients très sélectionnés, de l'autobouginage, qui est des choses qui sont des techniques quand même extrêmement limitées, mais qui peut-être peuvent permettre pour certains patients et certaines sténoses un peu hautes situées de venir à bout. J'en terminerai
en disant que la dilatation endoscopique reste la première étape du traitement des sténoses. Ballon, bougie, peu importe, les résultats sont les mêmes. L'objectif à atteindre, c'est ce diamètre de 15 mm, donc il faut adapter le nombre de séances. Les prothèses sont réservées à un traitement de deuxième intention. Ce sont des prothèses métalliques totalement couvertes, éventuellement biodégradables, que probablement on peut vous conseiller de clipper pour limiter cette migration. Et attention à la durée, ne pas les laisser plus de 4 à 6 semaines en général. L'efficacité de l'incision radiaire a été démontrée. Là encore, c'est un traitement réservé à certaines sténoses courtes et par des endoscopistes expérimentés. Et enfin, en ce qui concerne la prévention des sténoses secondaires de dissection sous-muqueuse, il faudra attendre un petit peu les résultats qui, j'espère, seront prometteurs pour les recherches pour prévenir ces sténoses. Je vous remercie.